En effet. Donc voilà, moi je suis à l'Université de Grenoble-Alpes. Mon domaine d'enseignement, c'est mécanique des solides et sciences des matériaux, donc dans les écoles d'ingénieurs et également à l'UT en génie mécanique. Et mon terme de recherche principal, c'est la micromécanique des matériaux. Et depuis quelque temps, à l'occasion d'une collaboration notamment avec Grégoire et dans le cadre de la thèse d'Alexis Faure, qui était encadré par un postdoc qui était Georges Chios, mes collègues qui sont ici. Bien, on a travaillé sur des problèmes d'optimisation avec des, des, des contraintes ou derrière une motivation qui était les matériaux architecturés. Donc, aujourd'hui, le thème proposé par Julie, et d'ailleurs je remercie Julie pour l'organisation de ce séminaire et son invitation, eh bien, on peut l'aborder de différentes manières, comme on le voit ici. Voilà. Donc, quand je me suis posé la question de savoir FDM et impression 3D des polymères, en réfléchissant à cet exposé, en fait, je crois qu'on peut aborder le thème à différentes échelles. Eh bien, comme on le voit ici, la définition d'une cellule élémentaire dans laquelle on va essayer de définir des propriétés cibles, des propriétés effectives que l'on viendrait ensuite répéter. Alors, on viendrait le répéter et va se poser une question ensuite quant à l'utilisation de ces matériaux-là, c'est leur encapsulation et comment est-ce que l'on va intégrer ça dans une structure. Alors, cette question-là, elle n'est pas du tout triviale parce qu'on devine ici des contraintes aux interfaces qui peuvent générer des concentrations de contraintes et bien dégrader un petit peu la durabilité. Bon, ça, c'est l'échelle la plus petite. L'échelle supérieure, l'échelle macroscopique, on a un domaine, on souhaite l'optimiser vis-à-vis de deux types de chargement, un déplacement vertical ou un déplacement tangent qui est ici, voire un déplacement thermique. On souhaite maximiser la structure et minimiser le déplacement thermique qui est là, tout en ayant un maximum de rigidité pour les deux cas précédents. On arrive à cette microstructure-là que l'on simplifie et on sait fabriquer le motif que l'on voit ici. Alors en réalité, moi je n'aborderai pas la question intermédiaire qui était un petit peu l'exposé précédent, c'est faire un gradient de cellules unitaires, même si ça n'a pas été appelé comme cela, entre le niveau local et le niveau macroscopique. Et enfin, on peut prendre le problème de manière tout à fait à cette échelle-là, mais en tenant compte des contraintes de fabrication qui sont quoi donc? Là, ici, l'on devine en fait des éprouvettes pour lesquelles on a défini un motif, le motif en croix, par exemple, que présentait Véronique ce matin, avec différentes densités. On a défini différentes propriétés élastiques équivalentes. Isotropes quand c'est en croix, d'après ce que l'on a vu, qui peuvent être anisotropes si on a des filaments allongés suivant une seule direction, pardon, comme ceci, ici. Eh bien, souligner le fait que lorsque l'on fait l'optimisation topologique, bien souvent, on considère le matériau continu et isotrope, et continuellement isotrope, à la fois en surface et dans le bulk, et bien voir un petit peu quelle va être la structure réellement optimum quand on prend en compte les contraintes de fabrication, à savoir que l'on va ici définir un motif entouré d'un périmètre qui peut avoir des propriétés distinctes. Et l'on voit ici que, par exemple, la microstructure, la structure optimisée tenant compte de cette réalité-là est distincte de la microstructure que l'on évalue en faisant un processus d'optimisation dit classique. Bon. Et on va aborder toutes ces choses-là et on va d'abord faire un petit pas en arrière sur ce que c'est qu'un matériau architecturé. Et un mot-clé important de cet exposé-là, ça va être le fait que l'on va considérer différents types de matériaux. Donc, typiquement, un matériau ici en noir, ici un matériau en gris, et le vide, qui est un ingrédient qui est important. Alors, les matériaux architecturés. Donc, dans les matériaux architecturés, pour savoir où est-ce que l'on souhaite aller, on regarde par exemple un diagramme de HB, où on a verticalement le module de Young et horizontalement la masse volumique. Donc, quand on fait du développement en sciences des matériaux, où est-ce que l'on souhaite aller? Eh bien, la région d'intérêt, elle est ici. On veut le module de Young le plus grand possible et intrinsèquement, de par la masse volumique, le matériau le plus léger possible. Alors, height specific stiffness, on essaie de faire de l'oxyétisme, résistance à l'explosion. Tout ça, ce sont des propriétés qui sont dues à l'architecture. Alors, on ne part pas de zéro. Hop là, pardon. Ah, excusez-moi. Ah, mince. OK. Oula. Excusez-moi, je crois que mon truc ne répond pas.
Alors, je vais faire juste attendre. Pardonnez-moi. Ah, attendez, Nous, sinon. on est sur le slide 4. Ouais, ben moi aussi. Et je n'arrive pas à avancer sur le slide 5. Et là, c'est. Ah, hop là. Ok, vous êtes sur le slide 5. Ok, merci. Alors voilà, donc on ne part pas de zéro. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites initialement dans le groupe de Ole Sigmund. On y reviendra. Donc, coefficient de Poisson négatif. Donc, typiquement, ces structures-là, en réalité, il faut faire attention à ces structures-là, y compris en 2D. On regarde un coefficient de Poisson parce qu'on compare élongation axiale vis-à-vis d'élongation transverse. En soi, cette microstructure-là, elle n'est pas nécessairement isotrope. Pardon. Voilà. Donc, on a ici un exemple de matériau oxyétique, des exemples que l'on connaît depuis longtemps, que l'on sait faire en 2D. Pardon, et oula. Ah, je crois qu'on reste coincé. Oula. Alors, attendez, je vais faire une chose. Ah, très bien. Vous l'avez là, OK. Et en 3D. Donc, voilà, tout ça, c'est réalisable. Et là, cependant, on reste, entre guillemets, dans une microstructure qui est composée de un matériau massif et du vide. Et le jeu, là, c'est d'organiser la répartition spatiale de la matière pour atteindre des propriétés cibles. Donc là, on est à l'échelle de la cellule élémentaire qui était abordée, y compris juste avant. Donc là, ce travail-là, c'était en fait un dialogue entre les gens de Matapli, donc Grégoire Allaire et tous ses collaborateurs, Jean Jos, qui était son étudiant, des collègues qui sont maintenant à Grenoble, donc Charles Dapony, également maintenant Éric Bonnetier, et nous les gens de la mécanique des matériaux, de la mécanique des solides. Alors, premier exemple qu'on aime bien regarder, les cellules périodiques. Alors évidemment, il faut une périodicité. Et pour répondre à la question d'homogénéisation, on peut homogénéiser les propriétés dès lors que l'on est loin. On a un empilement suffisant de cellules élémentaires qui est ici. Et par exemple, aux mines de Paris, son nom m'échappe, mais donc on a regardé à partir de 5 ou 10 cellules représentatives, donc dès qu'on est loin de l'interface qui est là. En fait, l'interface joue sur l'épaisseur d'une cellule élémentaire. Ensuite, on peut considérer qu'on est homogène. Bon, voilà. Donc, on définit une cellule avec la répartition d'un matériau rouge. Le blanc, c'est le vide, et le gris, c'est un autre type de matériau. On se donne des propriétés cibles, on se donne des contraintes, type fraction volumique ou propriété effective minimum à atteindre. On a des équations d'état. On calcule, dans le cadre de l'homogénéisation périodique, le modèle effectif de la cellule, le tenseur thermique que l'on voit ici. On se donne une description du modèle, alors que cela, ça vient du CMAP et de Grégoire Allaire, qui est fondé sur les lignes de niveau. Donc, il faut davantage de lignes de niveau quand on a des multimatériaux et on va faire évoluer ces interfaces-là pour atteindre une propriété cible. Donc, je vous passe les détails des calculs de dérivation de forme, procédure qui est subtile et qu'il faut bien maîtriser. Mais en fait, quand on est utilisateur de ces méthodes-là, ce qu'il faut coder, c'est exactement ce que l'on voit là. Donc, on le fait et on définit un algorithme. On part d'une initialisation qui correspond à la topologie qui est ici. On calcule la fonction objective, donc par exemple atteindre des propriétés cibles données. On calcule sa dérivée. Alors, si on a convergé, si on atteint l'objectif, on s'arrête. Sinon, bien, on calcule la dérivée de forme. On fait évoluer les interfaces, on régularise et on boucle comme ceci jusqu'à converger. Alors, on y va avec un premier exemple. On ne s'est pas intéressé aux propriétés oxyétiques parce que c'était assez abondamment commenté dans la littérature, mais on a regardé des propriétés thermoélastiques de matériaux architecturés. Et thermoélastique, ça a un sens en fait dans le domaine des polymères pour lesquels les coefficients de dilatation thermique sont grands. Donc, on souhaite que ça ne fluctue pas trop au cours d'une variation de température. Donc, on y va. Cette fois-ci, on regarde le diagramme d'HB. Ici, on a en bas le module du Young. Ici, le coefficient de dilatation thermique. Naturellement, il y a une pente négative que l'on devine là. Et on souhaite aller vers le domaine qui est ici, c'est-à-dire avoir des matériaux souples, donc avec un module du Young bas, autour de 1 gigapascal, et un coefficient de dilatation thermique faible également. Ça serait bien. Et ça n'est pas accessible pour les polymères, où on est plutôt en haut du diagramme que l'on voit ici. Donc, on définit notre problème qui est donné ici.
Donc, on va définir la trace du coefficient de dilatation thermique. Trace, pourquoi? Parce qu'intrinsèquement, ça peut être anisotrope. Et on a comme contrainte d'atteindre un module de Young minimum, qui est une contrainte du processus d'optimisation. Alors, on y va. Et d'abord, quels sont les ingrédients qu'on doit prendre en compte? Eh bien, d'abord, on se sert d'un résultat important qui est dû à Jabianski et Torquato, où l'on montre que si l'on a un matériau plus vide, quelle que soit en fait la fraction volumique de vide, eh bien, on aura un coefficient de dilatation thermique qui va être le même et qui est donné en fait par la présence du matériau en tant que tel. Donc, ça a changé en fait la rigidité, mais pas le coefficient de dilatation thermique. Donc, ça ne va pas nous aider. On va se dire on va mélanger deux matériaux élastiques et isotropes avec deux coefficients de dilatation thermique donnés. Eh bien, on se retrouve avec le petit fuseau qui est ici. Donc, c'est mieux que la droite plate qui est à gauche, mais ça n'est pas un domaine d'exploration très grand. En réalité, les ingrédients qu'il faut prendre en compte, c'est deux matériaux distincts, isotropes, et une certaine fraction volumique de vide. À ce moment-là, on se retrouve avec la borne extrémale qui est donnée ici, qui a été établie par Jabianski et Torquato, et l'on montre que l'on peut atteindre un coefficient de dilatation thermique nul avec une rigidité maximum prédite par Jabianski et Torquato, qui est celle qui est donnée ici. Alors souvent, lorsque l'on fait un processus d'optimisation, on se retrouve avec un CTE nul, mais on est quelque part par là, avec un module de compressibilité qui est pas suffisant, qui est une structure qui n'est pas très résistante mécaniquement. Alors, on s'est proposé d'aller regarder si on était capable d'atteindre cette borne-là. Alors, on y va. On se donne deux types de matériaux, des fractions volumiques pour chacun d'eux, et le complémentaire, c'est le vide. Là, la fonction objective, c'est atteindre un coefficient de dilatation thermique cible, compte tenu d'un certain module de compressibilité, d'une certaine rigidité, d'une certaine manière. On y va en homogénéisation périodique. On fait tourner les simulations et on se retrouve avec ces microstructures que l'on voit là. Donc, ce sont des microstructures relativement complexes. Celle qui est ici correspond au point bleu, enfin, au point, le cercle que vous voyez là. Celle qui est en bas ici correspond au petit triangle que l'on voit ici. Donc, on voit que pour le cas bleu, on est quasiment avec un CTO qui est nul, en mélangeant deux matériaux dits classiques et avec un module de compressibilité, donc qui est en tout cas l'optimum que l'on obtient. Bah, ça, c'est cependant relativement difficile à fabriquer. Ça donne des idées pour on a d'autres réalisations qui sont un petit peu moins performantes en termes d'objectifs, mais avec des formes qui sont un tout petit peu plus simples. Et ça nous sert à comprendre un petit peu pourquoi on atteint un CTE qui est nul. Alors, soit en faisant travailler des barres en expansion et en contraction, soit en faisant travailler ici le motif en flexion. On arrive à identifier des mécanismes élémentaires. Pour avoir un CTE qui est nul, c'est ou bien tout s'expand, et l'expansion horizontale qui est ici va conduire à une contraction de la barre. La flexion sur les côtés qui est ici va conduire également à une contraction de la barre et globalement un CTE qui est nul. Donc, on comprend les mécanismes. Et si on comprend les mécanismes de base, eh bien, ça guide un petit peu quelle va être la réalisation d'un matériau qui va être un tout petit peu plus simple. Bon, eh bien, je veux dire que là, déjà, nous étions contents, mais nous, l'objectif de cela, de mélanger des multimatériaux, et ça rejoint un petit peu l'exposé de Véronique Lazarus ce matin, c'est que se passe-t-il à l'interface entre deux zones? Donc, on a une zone bleue et une zone rouge. Ça, c'est un diagramme typique de métallurgie. Et puis, entre les deux, soit on a une interface qui est abrupte, ok, très bien, soit on a une interface qui est graduée. Et là, on va se souvenir, on va souligner quelque chose d'important. Bien souvent, on considère que la variation des propriétés, par exemple le module Young, entre la zone bleue et la zone rouge, varie de manière monotone descendante, comme on le voit ici. Et en réalité, il n'y a aucune raison que ce soit explicitement comme cela. En réalité, à l'interface, on peut avoir une surface plus raide, avec un module Young plus élevé, par exemple, que les deux constituants que l'on voit ici, ou avec un module Young ou des propriétés qui sont plus faibles que celles que l'on a là. Et cela, on n'a pas étudié pour les problèmes de rupture, mais ça peut avoir des conséquences sur le design final et l'optimisation que l'on obtient.
Donc là, le moins important, c'est que la variation des propriétés ne sont pas toujours monotones. On peut avoir des couches, y compris en surface, plus dures que le bulk. Alors, on reprend notre problème précédent. Et en fait, on montrait que quand on avait une interface plus rigide que les matériaux massifs, et bien, en fait, on pouvait surpasser, enfin dépasser la bande de Gibianchi Torquato. En réalité, si on prend en compte une petite fraction volumique là, de cette interface-là qui est plus dure, on montre qu'on décale un petit peu la borne et en tout cas, on peut l'atteindre plus facilement. Ça, pour nous, c'était intéressant. Cependant, on se retrouve avec un design du motif ici qui est peut-être pas trivial à fabriquer. Mais l'on retient que l'on sait gérer des interfaces graduées, donc des transitions entre deux phases. Ici, ces deux phases, elles sont uniformes, mais ces deux phases, ça pourrait être déjà des représentations d'un certain motif. Alors, on a terminé là avec quelques bilans et nous, en tout cas, ça nous avait aidé à comprendre un petit peu comment on pouvait orienter la fabrication ou la réalisation de matériaux architecturés. On dit matériaux architecturés, structure architecturée, ce serait la même problématique. Il n'y a pas de longueur caractéristique dans ce que l'on fait là, en tout cas pas pour le moment. Alors, maintenant, on en vient au problème de fabrication. Donc, on en vient à la ligne numéro 3 de mon introduction. Alors, nous, le problème de base, c'est celui-ci. Là, on n'a pas une croix, comme le montrait Véronique Lazarus ce matin. Nous, on a une pièce, voilà, que l'on a designée, qui a cette forme-là, mais l'on observe que dans la réalisation, eh bien, l'utilisateur de la machine a défini le motif qui est constitué de lignes, comme on le voit ici. Alors ça n'est pas un matériau qui est isotrope. Si on a des filaments allongés dans cette direction-là, c'est un isotrope. Numéro 1. Numéro 2, quand on réalise la fabrication d'une pièce, eh bien souvent, le G-code dont on a parlé ce matin vient réaliser le périmètre. Ça se refroidit à des vitesses distinctes de celles que l'on a au centre et ça conduit à des propriétés mécaniques qui sont différentes. Donc, nous, on représente cela comment? En considérant qu'on en a une croûte là, avec des propriétés qui peuvent être anisotropes, qui entourent eh bien, le motif que l'on a défini, qui peut être anisotrope, là on le voit bien, le long de la direction des lignes. Eh bien, ça, on va le prendre en compte. Et on va le prendre en compte en se disant que ce que l'on a obtenu, ça c'est par exemple une fabrication ou un design, en considérant un matériau qui est 100% isotrope, eh bien peut-être que la réalité est distincte. Alors, en gros, on va prendre comme cas d'étude la poutre encastrée avec la charge ponctuelle qu'on en a à cette extrémité. Le résultat optimum, bon, ça pourrait être celui-ci ou un petit peu plus compliqué, c'est un cas test habituel. Et on va se dire que cela, on vient le réaliser. Donc, on vient d'abord dessiner le contour. Et ensuite, eh bien, on va le remplir, soit de manière horizontale comme on l'a ici, soit avec un motif qui va être isotrope, un nid d'abeille ou apparemment le motif en croix. Et surtout, on va commencer à regarder le fait que cette couche anisotrope-là, elle va avoir des propriétés tangentielles supérieures aux propriétés normales. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'on vient dessiner le périmètre en allongeant, en déposant le fil de manière régulière le long du contour que l'on a là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On se retrouve avec des propriétés tangentielles et des propriétés normales qui peuvent être distinctes. Donc, on va définir un coefficient un tenseur des modules élastiques à l'interface qui va tenir compte de l'anisotropie de la croûte, le crust que l'on voit là, vis-à-vis de la normale que l'on a ici. Alors, on s'est dit, dis donc, orienter la normale, ça peut avoir une influence sur la propriété et le design final. Bon. Alors, on reprend le problème qui est ici, on voit comment on interpole les propriétés dans l'espace. Et l'on vient définir les propriétés de la croûte suivant la normale, telle que l'on voit ici. Et on va se définir des propriétés qui vont être un petit peu plus importantes dans la croûte que dans la matière. Alors, pardon, je passe le paramétrage du domaine. Et on va se donner le problème habituel, donc optimiser la rigidité pour une certaine fraction volumique en tenant compte donc de l'énergie élastique emmagasinée et là du volume du volume dans le domaine.
de la fraction volumique en gros. OK. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a quelque chose qui est nouveau en réalité, qui est en fait de prendre en compte l'orientation de la croûte à l'interface entre matériaux bulk et matériaux vides. Donc, a priori, donc ça c'est le terme qui est habituel dans ce terme-là qui intervient dans la dérivée de forme. Et là, c'est un terme qui est nouveau, qui est en réalité difficile à calculer. Donc, nous ne l'avons pas pris explicitement en compte. On montre ce qui est là, mais in fine, on a retenu que le premier terme, qui lui est calculable de manière fiable. Tout cela est présenté dans les papiers qui sont ici. Et on fait tourner le calcul. Alors, quand on a une croûte et une autre croûte, on peut avoir des artefacts qu'il faut savoir contrôler. Donc, on contrôle ça en décalant en fait la fonction de ligne de niveau lorsqu'on est au voisinage de deux matériaux bulk peu éloignés. On y va, on travaille. Donc là, c'est le shift vers la gauche et vers la droite pour bien distinguer cette nuance-là. On a le petit algorithme, donc on y va, une échelle de 7, on a un domaine, les material properties, le même schéma que tout à l'heure, et on arrive au résultat que l'on voit là. Donc les résultats que l'on voit là nous disent quoi? On nous dit qu'on fait le calcul avec un outil d'optimisation topologique que l'on souhaite du problème précédent, et là voilà la forme que l'on a prédite. Et la réalisation de cette forme-là, eh bien, on va choisir un motif qui va être plutôt horizontal, plutôt vertical, une croûte qui va être ici anisotrope, donc on le voit ici. Dans tous les cas, la croûte est anisotrope, et là, des propriétés qui sont distinctes dans la configuration D. On prend un autre cas d'étude, la barre sur deux appuis que l'on a là, la configuration que l'on obtient avec la structure 100% isotrope, la configuration que l'on obtient avec le dépôt, le motif horizontal et la croûte anisotrope que l'on a ici. Le cas numéro 2 où on a la croûte et un matériau isotrope. Ici, le cas numéro 3 où on a une inversion de l'anisotropie dans la croûte et un matériau qui est isotrope. Et là, le dernier cas, on a la croûte anisotrope et un infill qui est vertical. Bon, eh bien, la meilleure idée, c'était de prendre le cas numéro 1 qui est ici, qui conduit à la compliance la plus faible par rapport au cas de référence, qui est le cas le plus important. Donc, comment est-ce qu'on se sert de ça? Ben là, il n'y a pas tellement d'optimisation. Donc, quand on utilise une machine de fabrication additive, on a des choix entre différents motifs. Là, on est en train de comparer des motifs dont la densité ou la fraction volumique est la même. Et là, ça nous permet juste de comparer en fait, le design final que l'on aurait vis-à-vis du choix que l'on opérerait. Donc là, on emploie la force brutale et on regarde tous les cas possibles pour optimiser la forme. Cependant, on observe que la forme réelle la plus performante est celle-ci, et elle est légèrement distincte de celle qui est prédite par le cas de référence, avec ici des barres qui ont disparu et d'autres qui apparaissent dans la zone que l'on voit là. Voilà, ça semble important pour passer de la prédiction à la réalité. On a un autre exemple qui est donné ici, avec une barre qui est un petit peu plus courte et une répartition uniforme de la charge. Le cas de référence est donné ici. Et cette fois-ci, on se retrouve avec le cas numéro B, qui a un motif avec une répartition du filament qui est vertical, qui va se retrouver à être avec des propriétés meilleures que le cas numéro 1. Donc, on voit ici que la forme ou le choix du motif est largement gouverné par le type de chargement que l'on applique. Alors, nous, on trouve que c'est un point, on avait trouvé que c'était un point intéressant dans le sens où eh bien, c'est un point qui est assez peu documenté, peut-être pas dans cette communauté-là, mais dans les gens qui font de la fabrication additive, quand on choisit le infill, c'est un petit peu selon l'expérience de chacun. Et selon l'expérience de chacun, c'est assez discutable dans bien des cas. Alors, le dernier cas, le dernier exemple, ici, donc la poutre avec la charge nominale qui est ici sur le coin en bas à droite, la configuration initiale, le résultat du cas de référence et
en ayant eh bien, une croûte. Donc ça, c'est une structure qui est assez fine. Donc l'influence de la croûte ou du matériau qui est le long du périmètre de la structure, eh bien, cette influence-là va être importante. Et donc, on voit que cela conduit à des formes de motifs qui sont assez différentes de celles que l'on prédit dans le cas de référence, avec une croûte qui a des propriétés élastiques intrinsèques meilleures que le motif, une croûte qui a des propriétés tangentielles, donc qui est due à l'orientation, ça c'est je pense que c'est le cas le plus réaliste, meilleur que l'infill, et on voit qu'on a des formes distinctes. Et là, si on a une croûte dont les propriétés le long de la direction de dépôt sont plus faibles qu'à l'école, je ne pense pas que ce soit réaliste, et bien on se retrouve avec une forme qui est absolument, qui est tout à fait distincte. Donc le message de cela, c'est que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils d'optimisation de formes, d'optimisation topologique qui sont disponibles, même y compris dans des codes commerciaux. Le message, c'est qu'on ne peut pas aller, alors peut-être que c'est un message que tout le monde en a conscience au cours du séminaire aujourd'hui, mais le message, c'est qu'on ne peut pas aller directement de la microstructure qui est prédite ici, et à partir de ça, lancer un G-code et espérer que cette microstructure-là sera optimum. Ça ne sera pas précisément le cas. Et avec ceci, j'arrive à la conclusion de cette présentation. Donc là, j'ai rassemblé en fait les résultats que j'ai déjà commentés. Et juste dire qu'en fait, actuellement, on travaille un petit peu non seulement sur l'optimisation des propriétés cibles que l'on aurait définies au départ, mais également s'intéresser à la durabilité des pièces que l'on aurait fabriquées. Alors, pas uniquement la résistance à la fissuration, comme on l'a vu dans l'exposé de Véronique Lazarus, mais également la résistance à des sollicitations en fatigue, la vibration, la prévention de l'amorçage de la fissuration. Ça, on est en train d'y réfléchir et une idée, ce serait d'incorporer des contraintes supplémentaires dans le processus d'optimisation. Et avec ceci, je vous remercie pour votre attention. Merci Raphaël. Donc la session questions est ouverte. Qui peut commencer? Bon, ben voilà, les micros se sont allumés. Donc Véronique commence. Oui, Allez, merci Raphaël. après. Comme tu m'as mentionné plusieurs fois, je voulais juste revenir sur ce fameux motif en croix Oui. qu'on a utilisé. Je ne suis pas sûre que ce soit une propriété générale, l'isotropie. Ça dépend peut-être du matériau qu'on utilise pour l'impression. Nous, Ouais. c'était le cas dans le polycarbonate. J'imagine que ça dépend des liaisons qui se forment entre les fils, etc. Oui. Donc, je me méfierais un petit peu là-dessus. Ouais. On ne va pas généraliser ce résultat. Ouais. Non. Ensuite, sur la croûte, là, effectivement, Oui. c'est une question que je me suis posée. Et si cette croûte avait une influence sur l'élasticité, quand on a vu qu'on n'avait pas la même élasticité pour les éprouvettes CT que pour les éprouvettes Dogbone, Oui. on a imprimé des Dogbone sans croûte. Ouais. Et alors? Et alors, de mémoire, je ne sais pas si Thomas est toujours là pour confirmer, mais il me semble que s'il y avait une différence, elle était très faible. D'accord. Chez Thomas, je ne sais pas si… Effectivement, bonjour. On a fait les essais et c'est négligeable. Alors, on ne voit pas l'influence de cette croûte qui est restée fine par rapport à la section moyenne de nos éprouvettes. Ouais. Alors, juste pour dire, moi, je ne prétends pas que la croûte va avoir des propriétés importantes dans tous les cas également. En fait, il y a des processus, on peut faire des croûtes distinctes de l'infill et on peut faire des croûtes qui contiennent en fait des petites fibres de verre qu'on peut orienter suivant le périmètre. Et à ce moment-là, ça va avoir un effet. Donc, il y a des gens qui utilisent ça comme ça de manière aveugle. Et le message, c'est juste de dire que ça peut quand même être pas si négligeable que cela. Oui, je suis d'accord. Mais après, je pense que quand le matériau à l'extérieur est le même qu'à l'intérieur et que la surface, la croûte n'est pas trop importante par rapport au temps, voilà. J'imagine que là, en général, l'influence est faible. Mais je suis d'accord avec toi. Ça dépend. Ok, mais je vais arrêter je vais pas me la parole. Merci Raphaël. Je t'en prie, merci. Patrick. Patrick, tu as allumé ton micro, mais on ne t'entend pas. Allô, vous m'entendez? Ouais, ça y est.
Ok. Bonjour. Bonjour. Si on faisait du métallique, il n'y a plus d'effet de croûte alors? C'est la technologie fil là, qui l'a créé. Oui, la technologie fil, et il existe une technologie fil où, juste le commentaire que je faisais avant, on peut en fait, dans le fil va contenir lui-même déjà des renforts, des fibres courtes, et on se sert de cela, soit pour créer le motif, mais bien souvent pour créer le périmètre. Parce que se pose la question qu'on a ici, là. Alors, non, dans le métal, on ne verrait pas ça, pour répondre à votre question. Le métal avec le lit de poudre, etc., non, cette question-là n'apparaît pas, à mon avis. Mais cette question-là apparaîtra ici, typiquement, quand on a fait un motif périodique avec des propriétés cibles, élastiques ou thermoélastiques. Et ça, maintenant, on vient le mettre dans une enveloppe qui correspond à la forme de la pièce. Voilà. Donc ça, on sait produire, en fait, qu'est-ce qu'on fait en sciences des matériaux? On produit des matériaux architecturés, puis après on se dit, bah, tiens, on découpe, on donne la forme, et puis on y va. Eh bien ce n'est pas tout à fait si simple. Pas tout à fait simple comme ça. Mais pour répondre à votre question, pour les métaux, non, je ne vois pas un effet de croûte se manifester comme on le discute là. Merci. Et Grégoire. Ah, Oui, Raphaël, merci pour ton exposé. salut Grégoire. Salut. Et j'avais une question en fait sur, donc tu parlais des contraintes là sur les infill, enfin sur cette microstructure. Donc j'imagine qu'il y a des contraintes aussi sur le flambement local. Et en Ah oui. fait, j'ai l'impression, d'ailleurs, enfin, je rebondis sur les petits films que nous a montré Sylvain Lefebvre, où on voit des grandes déformations sur des trucs microstructurés. Alors, est-ce que c'est pas justement en grande déformation qu'il y aura une influence beaucoup plus marquée des matériaux microstructurés qu'en petite déformation élastée linéarisée? Oui, tout à fait, Grégoire. Donc, tu sais qu'on avait regardé un petit peu ces histoires d'actionneurs en grande def, donc en tenant compte des non-linéarités géométriques. Donc, déjà, avoir des structures élancées, comme on le voit ici, ben là, on devine que ce n'est pas très, très stable. Alors, on peut le prédire de par le calcul d'optimisation que l'on aura là. Mais le petit problème, c'est qu'en plus, toutes ces histoires d'instabilité sont assez tributaires de la présence d'un défaut localement. Donc, cela risque d'être pire que ce que l'on peut calculer. Mais en tout cas, on peut en tirer profit, comme on l'a vu dans l'exposé juste avant de Sylvain Lefebvre. Le tirer profit, c'est vrai, sur quelques mouvements comme ceci. Sur la durabilité des mouvements en question, si là on a des déformations qui sont importantes, voilà, là il y a une question qui se pose. Mais tu as raison de dire qu'on n'est peut-être pas allé assez loin en chargement pour voir ce genre d'effet-là de morphologie se manifester. J'ai une petite question sur, finalement, au départ, tu nous as montré un diagramme là, sur l'optimisation du module de compressibilité et CTE, ratio, les deux propriétés, dilatation et… Ouais. Et finalement, tu es où sur ce diagramme à la fin? Là, on est dans un computonium qui est mieux que toutes les choses que l'on voit là, puisque tout ça, ce sont les matériaux qui sont dits monolithiques, tu vois, les matériaux massifs que tu trouves dans la littérature, tu fais des alliages, etc. Et dès que tu trouves des matériaux dits architecturés, tu vas plus loin. Alors, en fait, pourquoi tu vas plus loin? Sinon, ça rejoint en fait, qu'est-ce que c'est qu'un matériau architecturé? Ma définition, c'est la suivante, c'est-à-dire que localement, tu vas induire une cinématique qui va conduire à des propriétés effectives supérieures à celles que tu aurais dans un matériau qui est continu. Donc, si tu veux le pourquoi ça fonctionne bien ici, tu vois, ça fonctionne bien parce qu'ici, on a des mouvements de flexion. Ça, à la fin, le matériau, tu vas l'homogénéiser. Donc, ça serait quelque chose qui est tout à fait uniforme. Et cette cinématique-là, donc, ça va se dilater sur une direction horizontale et, in fine, se contracter sur la direction verticale. Eh bien, tu ne l'as pas avec un matériau massif. Donc, le fait d'organiser la matière spatialement comme tu le vois là, ça améliore le diagramme que tu as vu précédemment. Donc, je sais qu'on est mieux, mais où dans cet espace-là, là, je ne saurais pas te le dire. Mais je sais qu'on n'est pas là dans les marrons et encore moins à droite. Ok. Est-ce que, en fait, je me posais la question, est-ce que l'effort vaut la chandelle, quoi,
Ah, ça, c'est une autre question. Est-ce que l'effort de faire des matériaux oxytiques vaut la chandelle? Les matériaux oxytiques, donc on en a entendu pendant quelques années, on n'a entendu que ça. Des matériaux oxytiques, Norman Fleck, Katia Bartholdi, etc. Des matériaux oxytiques de partout. En fait, ça donne des idées pour créer des mécanismes. En fait. Tu vois, juste prendre les propriétés effectives en tant que telles, je ne pense pas qu'en soi, ça vaille la chandelle, comme tu dis. Et tu vois, dans ce qu'on en a vu précédemment, où il fallait actionner quelque chose qui allait se refermer et se rouvrir, se dire que l'on peut avoir des motifs qui sont capables d'engendrer ces déplacements-là, à mon avis, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres questions?